Salut à tous, bonjour les amis, bonjour Ricky, bonjour Don Flamingo, Football Addict. Salut tout le monde et bienvenue sur ce petit live, pas trop long, mais on va faire un petit peu le tour de l'actu OM. Il n'y a plus de football, mais il reste les dramas à l'OM. C'est comme ça, les dramas, ça ne s'arrête jamais parce que l'OM, c'est vraiment le FC Hollywood ou le FC Cannes à la française, enfin... Il y a eu un grand club à Cannes, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on n'arrête jamais le cinéma. Et donc il y a plein de trucs, sans parler du dossier de l'entraîneur qui est un petit peu du football. On va quand même essayer de parler de football parce que moi, à la base, c'est le football qui m'intéresse avant tout. Et donc, ça parle beaucoup de Conceição. Donc, on va essayer d'aller voir un peu des articles sur Conceição. Voilà. Je rappelle à tout le monde, si vous êtes en train de regarder ce live sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Ça aide la chaîne, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas et j'oublie toujours de le faire. Donc abonnez-vous comme font les vrais YouTubeurs. Puisque je vous parle direct de vous, à moi, ma commu. J'aime beaucoup, je veux vraiment... devenir un vrai influenceur. Voilà, salut Lopododo, salut Ali, je suis content de vous retrouver. Salut Blacktrix. Tiens, d'ailleurs, Iki qui débute en disant moi, tu penses quoi des droits télé? Moi, je pense que vous imaginez quand même la fraude que... Enfin, faire attention, mais... Vous imaginez quand même le talent qu'il faut pour être Vincent Labrune. Vous êtes un président de l'OM désastreux qui est quand même bouté du stade à coups de parties de billard avec une fronde devant le vélodrome, etc. Mais vous arrivez malgré tout à vous vendre, à réseauter pendant tout ce temps parce qu'il a réseauté et à se vendre auprès des autres présidents de Ligue 1 comme... Quand même, Vincent, il sait faire les choses et vous arrivez à avoir une promotion quelque part en faisant celui qui ne touche pas. Genre, la première fois, non, moi, je veux pas. Et ensuite, quand vous êtes en poste, genre, il y a que des échos positifs parce que vous contrôlez aussi ce que vous faites au niveau communication avec très peu de portraits, très peu de choses. Vous mettez la pression s'il y a des gens qui parlent autour de vous. Et le dossier le plus important, pratiquement, vraiment celui qui doit déterminer 80% de votre mandat à la tête du football français, les droits télé, c'est un désastre. C'est un désastre. Autant quand Amazon arrive, mais vous vendez ça genre, moi j'ai ramené les GAFAM dans le jeu quand même, hein. J'ai ramené les GAFAM dans le jeu. Incroyable. Et là, genre, il fait des coups de bluff et des trucs comme ça en filmant ses gitanes sans filtre. C'est extraordinaire. Et le mec, on est à 2 mois de la reprise de la Ligue 1. Il y a rien. On est toujours dans le bluff et il y a toujours... zéro remise en cause de Houdini, de Vincent Houdini Labrune. C'est extraordinaire. Donc, ça me permet de rebondir sur ce que je dis souvent à mes amis, dont Théo, qu'on salue, salut Théo, quand il me dit ouais, non, mais il faut dégager Longoria, machin, quand même, tu vas pas le défendre sur ça. Non, il y a plein de trucs sur lesquels, franchement, les erreurs qu'il a fait Longoria, non, il faut lui reprocher, il faut lui opposer, etc. Pas de problème. Mais ce que je dis tout le temps à mes amis, c'est ouais, mais tu te rends compte de ce qu'il y a dans le football en fait? Tu te rends compte que si c'est Longoria qui part, tant c'est un nouveau Labrune qui arrive. Un mec qui va nous dire non mais là écoute, j'ai pas d'entraîneur, j'ai pas de sponsor, j'ai pas de joueur, mais t'inquiète, il reste 2 jours là, hop, je fais 3 prêts avec option d'achat. Incroyable. Le football, c'est incroyable. Franchement, je sais pas, vous comme moi, on travaille, on a des obligations. Vous imaginez un petit peu si vous, dans votre entreprise, votre dossier le plus important, il est dans cet état-là, à un mois du truc.
mais jamais vous restez en poste. En fait, vous vous faites virer, il y a une révolution de palais. En fait, les gens se font virer dans la vraie vie de manière honteuse, de manière rageuse pour 3 fois rien. Et Vincent Labrune, il arrive à ne pas avoir de diffuseur à 1 mois. Et il y a toujours des excuses avec Vincent. C'est ça qui est pas mal. C'est que je me souviens quand on avait vendu César Azpilicueta 7 millions d'euros à Chelsea. Je me disais, mais c'est incroyable, il a fait une superbe saison et tout, machin. Et partout, il avait fait passer le mot. C'est les prix du marché. Qu'est-ce que vous voulez? Le marché, il a baissé. Ah ouais, ça va. Chelsea, donc César Azpilicueta qui va devenir le capitaine, une légende de leur club. Donc on a vendu 7 millions d'euros, mais dans le même temps, heureusement que le même été, ils n'avaient pas acheté Victor Moses pour 18 millions d'euros. Non, c'était les prix du marché. Tu pouvais rien faire, Vincent. Ligoté. Il pouvait rien faire. Incroyable, franchement incroyable, et je m'en remets toujours pas. Mais ça nous permet donc de revenir à l'OM, puisque cette semaine, on va aller sur cet écran-là, Franck McCourt a donné une salve d'interviews croisée avec Pablo Longoria. Une salve d'interviews où, à mon avis, le fait que ce soit avec Longoria, c'est pas anodin, parce que c'est aussi pour montrer, voilà, c'est mon président, machin, tout ça. Allez, qui disent pas un cas isolé, malheureusement, en entreprise, il y en a aussi qui sont promus comme ça. Ouais, c'est vrai aussi qu'en entreprise, on en trouve des comme ça, des gens qui sont, des gens qui serpentent, quoi, qui arrivent à se trouver, mais lui, en fait, mais les entreprises ne sont pas autant médiatisées que le foot français, quoi. Le truc, c'est que dans le foot français, je comprends même pas qu'il puisse y avoir une... En fait, pour moi, Vincent Labrune, c'est le Raymond Domenech des dirigeants du foot. Voilà, vous prenez à peu près l'image qu'a Raymond Domenech au niveau des entraîneurs. Ben Vincent Labrune, c'est ça pour les dirigeants de club. Voilà, c'est aussi simple que ça pour moi. Donc, Raymond Domenech, il est quand même un petit peu... Il y a que Valdemar Kita qui peut encore l'embaucher, mais Vincent Labrune, tu sens limite, franchement, tu sens limite qu'il pourrait, il pourrait devenir président du FC Nantes, on sait jamais, il pourrait devenir président à Caen, je sais pas si c'est toujours trop d'actu, je sais qu'à un moment il était bien à Caen, il pourrait être président de club, enfin il pourrait être président de tous les clubs de France, comme il est avec la LFP, et vendre une partie du truc pour je sais pas combien de temps il a vendu à CVC, mais pour très longtemps, enfin c'est extraordinaire. Donc bon, Franck McCourt, Pablo Longoria. Donc oui, le fait que que les interviews soient des interviews croisées avec Pablo Longoria, c'est pas anodin, c'est une manière de dire bon bah voilà, Pablo Longoria, il est toujours bien présent, je le mets en avant, machin, tout ça. Donc j'ai lu l'interview à la Provence, on va lire ensemble celle du Figaro. Donc c'est en date du mercredi 29 mai, on est le 31, comme ça on ne bouffe pas trop l'exclu leur exclu, parce que c'est des gens quand même qui travaillent, etc. Et c'est un travail qui mérite d'être respecté. On va peut-être pas tout lire, comme vous le voyez, c'est assez long, c'est une très longue interview, donc voilà. Ensuite on passe à Roland Garros et on va pas passer, nous. Donc voilà, dans son bureau avec vue imprenable sur la commanderie, machin, tout ça, c'est le même endroit. Apparemment, il les a enchaînés, les interviews. Il y a eu le JDD, le Figaro et la Provence. Première question, on commence ici. Quel est votre sentiment après cette saison? Est-ce un fiasco? Je suis déçu de la saison sportive. On va pas peut-être faire l'accent américain tout du long parce que ça va être très long sinon. On nourrissait de grands espoirs au départ. Quand on termine avec ce genre de résultats, c'est forcément décevant. Nous avons performé en Coupe d'Europe, mais pas en championnat. Ce n'est pas acceptable, encore plus dans une saison où il y avait la possibilité de faire 3+1. C'est une situation que l'on n'imaginait pas. On a beaucoup à analyser cela pour que ça ne se reproduise, pour que cela ne puisse plus se reproduire. On a vécu une saison avec un mix d'émotions, d'espoir, une demi-finale européenne et de déception. Propriétaire, président, joueur, qui est responsable de cet échec?
McCourt, nous tous, à commencer par moi, c'est un effort collectif. On ne peut gagner qu'en étant unis et on perd tous ensemble aussi. Mais c'est du sport, certaines années sont meilleures que d'autres, soyons réalistes. C'est décevant, mais il est temps de regarder vers la saison prochaine. On entame un nouveau processus pour avancer. Je n'oublie pas non plus tout ce qui a été accompli jusqu'ici. Il y a 8 ans, les choses n'étaient pas géniales. Il n'y avait que peu de perspectives. Le club était très instable sur le plan financier, mais pas seulement. Il y avait très peu à dire sur le développement des jeunes, peu d'interaction avec la communauté. Ce qui me satisfait, c'est qu'on a mis en place des fondations solides. Chacun peut constater que le club est bien différent de celui qu'il était il y a 8 ans. Il est stable financièrement. Il y a des progrès en termes de développement des jeunes, à l'image de la victoire en finale de Coupe Gambardella, qui est un bon signe. Du point de vue économique, le club fait partie du top 20 européen en termes de revenus, ce qui représente une grande avancée. Il y a beaucoup à faire, on va avancer et construire avec enthousiasme et optimisme pour la saison prochaine. Bon, première grosse réponse de Frank McCourt. Qu'est-ce qu'on en pense ? Déjà, il y a la critique à faire qui était un petit peu celle un peu le discours qui ne cessait de répéter à leur arrivée. Il y a 8 ans, les choses n'étaient pas géniales. On dirait qu'ils avaient récupéré un club. Bon, c'est vrai que le club n'était vraiment pas très sain au niveau financier, mais il l'a pas été pendant des années aussi. Il a été vraiment en mauvaise situation sportive. Donc, en fait, ce trop plein d'alarmisme sur le club qu'ils ont récupéré et cette manière de survendre l'état du club actuel, bon, il faut quand même le mettre en perspective parce que voilà, d'un point de vue économique, le club fait partie du top 20 européen en termes de revenus. Il y a possibilité que ça baisse vite aussi si on n'arrive pas à aller en Ligue des Champions régulièrement, les sponsors ne vont pas suivre, parce que là, en effet, il y a eu des progrès, mais tout ça peut s'écrouler très vite dans le sport. Et puis ça me rappelle aussi le truc, on a beaucoup analysé pour que cela ne puisse pas se reproduire. Le sport, il est imprédictible, donc ça peut toujours se reproduire. On peut dire des tas de choses. Après, cependant, il est vrai que si on veut un truc stable, le club, il fait rentrer plus d'argent au niveau des revenus. Voilà, ça c'est une vérité, ça existe, c'est vérifiable, il y a plus de revenus, les sponsors ont augmenté, les ventes de joueurs ont augmenté aussi parce que on se dit tout le temps mais l'OM on sait pas vendre un joueur machin et en même temps quand on vend Under 15 millions on dit oh mais on a vendu que 15 millions. Ouais, mais en fait quand on vend plein de joueurs 5 millions, 10 millions, 10 millions, 5 millions, 8 millions, eh ben, ça fait aussi des rentrées d'argent au niveau financier. Donc, en fait, le club a quand même établi un roulement au niveau de son actif joueur, qui fait qu'on est tout le temps qu'on est quand même déficitaire au niveau d'achat-vente, mais on a quand même des revenus qui entrent par rapport aux joueurs, alors qu'avant on était déficitaire et on n'avait aucun revenu par rapport à l'achat-vente. C'est aussi ça le truc. Et l'an dernier, quand en début de saison il était beaucoup reproché à Longoria de ne pas savoir vendre de joueurs, etc. C'était l'an dernier ou l'année d'avant. Il avait sorti ce chiffre de oui, on a fait plus de 100 millions sur les dernières années de ventes, machin, tout ça. Et ça avait fait un peu réagir, genre, mais il raconte n'importe quoi. Mais non, en fait, il y a plein de joueurs qui ont été vendus entre 5 et 15 millions. Et ça crée un roulement et ça crée un truc qui fait que nos actifs joueurs, lorsqu'ils partent avant la fin de leur contrat, eh ben, ils n'équivalent pas à zéro au niveau financier. Et ça, c'est une vérité. Donc, au niveau revenu, l'OM était un petit peu mieux. Et au niveau sportif, l'OM était un petit peu mieux puisque l'OM avait fait 2e, 3e, demi-finale Conference League et la demi-finale Europa League. Mais la 8e place est un très, très gros, énorme point noir. Qu'on peut un petit peu balancer avec le fait que on a cette demi-finale de Coupe d'Europe et cette victoire en Gambardella. D'ailleurs, un vrai bon moment. Bon, après il y a Pablo qui répond. Monsieur McCourt, avez-vous l'intention de vendre le club ?
Ce n'est que la troisième question. On me l'a posée de nombreuses fois lors des 8 dernières années. J'ai toujours donné la même réponse. Non, le club n'est pas à vendre. Je suis là pour longtemps. Je suis totalement impliqué. Pablo et moi avons encore parlé des prochaines étapes pour le club aujourd'hui, les investissements à venir. Non, le club n'est pas à vendre. Je suis totalement impliqué. Vous irez de tel, pas le moins du monde. Je la trouve drôle. En fin de compte, elle me fait rire. N'êtes-vous tout de même pas agacé de la récurrence des rumeurs saoudiennes ou autres? Je suis trop vieux et expérimenté pour être agacé par des choses aussi ridicules. Bon, c'est le fameux truc de la vente OM. Donc voilà. Donc il répond de la manière la plus claire qu'il peut. Cependant, on sait que la mouvance vente OM, rien n'est clair. C'est jamais clair. Tu peux dire, je m'appelle Mourad, ils vont échanger les lettres et dire, en fait, il s'appelle Raoul. Je sais pas comment, mais ça va finir comme ça. Donc on peut rien faire. Voilà, c'est comme ça. Il y a rien à y faire. Même quand tu dis A, attendez, parce que là je me dis que je suis pas très bien. Voilà. Même quand tu dis A, on te dit ouais, mais peut-être B, et C et D. Donc là, il répond très clairement. C'est genre non, je veux pas vendre, je veux pas faire truc. Est-ce que si le club était en vente, il le dirait non? Est-ce que est-ce que si des Saoudiens voulaient racheter le club, ils auraient franchement pas les moyens de faire plier ma courte? Chacun se fera sa propre idée là-dessus. Moi, je pense que ça va très vite. Mais dans tous les cas, donc on va rebondir un petit peu sur l'actu chaude. Donc vous avez pas pu rater ce space sur Twitter. Je pense qu'il y aura pas le son si je mets juste le truc. Je vais essayer de vous le mettre. Mais hier, donc le leader des South Winners a participé à un space où il a expliqué son opinion sur la vente OM. Alors dites-moi s'il y a du son ou pas. Je vous le. Donc dites-moi si vous avez entendu là, s'il y a du son, parce que je suis pas très sûr. Dites-moi dans le chat s'il y a du son sur ce que j'ai mis là, ou pas. Oui, c'est faible, on entend mal. Comment je peux faire ça? Peut-être dans Screen Capture, attendez. Bon, dans tous les cas, au pire, je vais vous faire Video Capture Device. Bon... grosso modo, qu'est-ce que dit Rachid Zerwal? On entend à travers ton micro. Ouais, non, donc ça va être dégueulasse comme son. Qu'est-ce que dit Rachid Zerwal? Il dit que Thibaut Vézirian, ces informations, il les confirme. Pourquoi pas? Il a le droit, s'il a les mêmes. Je vais pas m'opposer personne, hein. Et que donc il y a tout ce conglomérat avec Saadé, des Indiens, etc., machin, qui veulent racheter l'OM, et que McCourt demande 2 milliards. 2 milliards d'euros pour l'Olympique de Marseille. Bon, ça fait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et donc, ce que j'ai... En fait, il y a un truc qui se trame un petit peu quand tu es autour de l'OM. Tu comprends qu'il existe plein de gens qui pensent que parce que Longoria reste, l'OM ne peut pas être vendu. Donc, il faut le dégager. Moi je rentre même pas dans est-ce que y a des offres, il y a pas des offres. Moi je pense sincèrement les Saoudiens ils veulent venir acheter l'OM, ils rachètent l'OM. Mais c'est pas mon truc. Je pense pas que Longoria puisse être un frein pour ça. Par contre, en septembre dernier, j'étais un peu surpris de la puissance des revendications au moment où on a dit il faut dégager tout le monde, tous les dirigeants. Je me disais mais
Putain, mais pourquoi? C'est un peu surpuissant. D'accord, Marcelino, c'était peut-être un peu une chips et tout. Je comprenais. Je comprenais aussi certains leaders des groupes de supporters qui pouvaient être attachés à Payet ou Mandanda. Qu'on les aime pas, qu'on critique pas. On pouvait se dire c'est des mecs qui ont fait un bout du truc. On peut comprendre ça. Mais de là à dire soit vous dégagez tous. Donc vraiment, moi je me disais mais qu'est-ce qui peut expliquer une telle virulence, en fait? Et puis, il y avait des trucs qui planaient aussi, des trucs qui planaient qui ont disparu, des trucs dont on peut même pas parler comme ça parce que c'est beaucoup trop grave, et que si c'était un minimum avéré, c'est prison, etc., et ça n'existe pas. Donc apparemment ça n'existe plus, mais il y avait toujours un peu ce spectre de la vente OM. Et moi, j'ai l'impression que maintenant, on se dit, en fait, il faut dégager Longoria. Il faut dégager Longoria pour que la vente OM puisse se produire. On revient à ce que je vous disais au début avec mes amis qui des fois me disent ah Longoria il fait ça machin. Moi, ce dont j'ai peur, je vous avoue, c'est qu'on arrive à dégager Longoria et qu'après on se retrouve avec Vincent Leblond. Et Vincent Leblond qui va continuer à gérer le club parce que McCourt ne veut pas le vendre et parce que en plus de ça il y a peut-être pas d'offre donc voilà. Donc s'il n'y a pas d'offre et si tu dégages Longoria qui essaye tant bien que mal de laisser le club à flot, parce que c'est ce que dit aussi Rachid Zerwal dans la suite de son intervention, il dit ah oui parce que McCourt il en est satisfait, il veut plein de thunes et il est satisfait de Longoria qui parvient à maintenir un petit peu à zéro le truc. Donc on voudrait que le club soit en totale crise, qu'on le dégage, et comme ça les Saoudiens vont arriver comme si c'était automatique. Mais moi j'ai peur que ce n'est pas automatique. J'ai peur que si on dégage Longoria, on prend Loïc Ferry, je sais pas, ça n'a rien à voir, il n'y a aucune rumeur quoi que ce soit, mais qu'il va y avoir quelque chose de pire que Longoria en fait. C'est ça le problème. Et je pense que les gens n'ont pas vraiment fait ce travail-là. Tellement, en fait, on est persuadé qu'il doit y avoir quelque chose de mieux derrière. Et peut-être qu'il n'y a rien, en fait. Qu'il n'y a rien. Et s'il n'y a rien, ça peut être Gérard Lopez, ça peut être Bordeaux, ça peut être Saint-Étienne. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Ça peut être très très grave. Et je pense que si les Saoudiens veulent racheter l'OM, ils s'en tapent, mais total de Pablo Longoria, quoi. Franchement, hein, ils s'en tapent total. Ils le gardent, ils le dégagent, ils le mettent aux espaces verts. Ils ont tellement de thunes, les gars, franchement... vraiment ils s'en foutent hein. Quand quelqu'un rachète un club et je pense pas que ça change grand chose, enfin bon voilà quoi. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça dans ce qu'est l'OM à l'heure actuelle, c'est qu'il y a cette idée qu'il faut dégager Pablo Longoria pour accélérer le processus de vente, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette idée-là. Et moi, j'ai très peur que cette logique-là, elle soit très dangereuse et qu'on se retrouve avec Gérard Lopez ou qui sait derrière, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu le truc. Et je sais que là, en plus, le pire, c'est que j'essaye de prendre des gants et tout, j'ai pas envie d'entrer en guerre. Moi j'ai des problèmes de santé actuellement, j'ai des problèmes beaucoup plus importants dans ma famille, dans des trucs, franchement qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais faire la guerre pour une hypothétique vente de l'OM? Franchement enfin vraiment il y a un moment, bon, calma quoi, et vraiment il y a une vraie animosité, il y a un vrai truc, il y a des sentiments forts autour de ce truc de la vente OM et qui font que ce fantasme il existe tellement que je pense qu'il a infusé dans la tête de plein de monde. Je sais que j'ai déjà eu des échos de politiciens qui te disent oui non mais et il y a 4 ans ouais non mais là l'OM est vendu et ah ouais et puis en fait non, l'OM n'est pas vendu parce que mais ça existe tellement, c'est des trucs
C'est des trucs qui sont dans l'air, on en parle. Et des gens, des fois, même dans d'autres villes, ils ne suivent même pas l'OM, mais parce qu'il y a des mecs qui font des stories, je sais pas comment ça s'appelle, des reels, des trucs comme ça sur Snapchat, sur Instagram, où ils parlent de ça comme ça entre une recette de gâteau au chocolat et un unpacking de la dernière paire de Nike. Et ils vont parler de la vente OM vite fait. Et moi après j'arrive, je sais pas, j'arrive à Lille, on me dit alors, la vente OM, c'est vrai alors? Et bah non, je sais pas, t'as des infos, moi j'en ai pas. Et c'est un truc qui existe en fait, qui est infusé, qui est un peu partout et qui est qui ne peut pas être évaporé. Et par contre, moi, ce dont j'ai peur, c'est que maintenant, ça ait un impact sur sur la gestion du club au jour le jour. Sur la gestion du club au jour le jour. Et si ça a un impact sur la gestion du club au jour le jour et que ce n'est pas avéré et que on finit par vendre ça à Gérard Lopez Incorporated, dans la merde les gars, hein. On est dans la merde parce que putain, nos amis bordelais ils sont dans la merde. Je peux vous dire qu'ils sont dans la merde. Mais après, on peut toujours se dire écoutez, confiance totale et tout machin, voilà. On continue l'interview. Combien de temps vous voyez à l'OM? Pour longtemps. Je suis pleinement impliqué. J'aime le club. Je pense que Pablo fait de l'excellent travail. Il sera là dans les années à venir. Il me l'a assuré. On est là ensemble pour continuer à construire. Mon engagement, Longoria, mon engagement à l'OM et à Franck est maximal. Tant qu'il a confiance en moi, je suis là. Dans la vie, il faut respecter l'autorité, ce que l'on perd actuellement dans la société actuelle. Je suis sincère avec vous, j'ai beaucoup d'énergie, de force et d'ambition pour ouvrir un nouveau chapitre à l'OM cet été. Bon, alors, après, il n'y a rien de neuf sous le soleil, mais vraiment, Pablo Longoria était vraiment pas loin de partir de l'OM aux alentours, enfin, à l'automne dernier, quoi. C'était pas loin. Apparemment, il a repris un peu du poil de la bête. Il a retrouvé une ligne de conduite, etc. Mais voilà, quoi. En fait, il y a des trucs. À un moment, il s'est dit, soit je me casse, soit ma carrière elle est terminée. Et c'est ce qu'on l'avait, menacé entre guillemets de ça directement. Il dit soit tu te casses, soit ça y est, c'est fini pour toi, c'est fini et ça y est, tu vas travailler. Tu vas travailler, tu vas être réceptionniste dans un hôtel, tu vas faire autre chose, tu vas être banquier, un truc machin, mais voilà. Donc il a vraiment réfléchi à ça. Donc là, il a l'air d'avoir repris du poil de la bête, apparemment. Enfin, dans tous les cas, c'est ce qu'il dit partout. Hein. Mehdi Benassia l'a beaucoup aidé dans ce truc. Il a retrouvé un peu un allié fort au club avec Mehdi Benassia et ce serait pas étonnant qu'il le fait de la Gambardella aussi, Dontero, je pense que ça l'a aussi un petit peu rassuré sur le fait qu'il se dise ok, bah je vais peut-être dans le bon chemin. Après, faut pas faire de Pablo Longoria un saint. Hein. Il y a aussi à mon avis, il navigue aussi et des fois, il doit aussi faire des coups un peu politiques, machin, tout ça. Je veux pas dire santé Longoria, machin. Faut toujours essayer d'être un petit peu mesuré en fait dans ce qu'on fait, dans ce qu'on regarde et avec ce fantasme de la vente OM, bah il y a des gens qui ont un peu du mal. Omounir qui dit vente OM, c'est un peu comme le porno, à force de fantasmer, les gens n'arrivent plus à se contenter de la réalité. Il y a vraiment un peu de ça. Il y a vraiment un peu de ça, je trouve, hein, vraiment. Et si la vente OM arrive demain, très bien, bah félicitations aux gens qui avaient les infos avant, parce que je sais que là ils vont débarquer en masse, ils vont m'insulter, ils vont peut-être être insultants même physiquement ou des machins comme ça. Ils sont vraiment, en fait, on dirait que c'est comme Enfin, c'est incroyable, quoi.
le degré d'implication qu'ils ont dans ce machin. Mais tu sais, je me faisais la réflexion en fait au Mounir pour rebondir sur ce que tu dis. Et moi, quand j'étais petit, en fait, quand j'étais ado, quoi, quand j'avais, je suis né en 85, donc en 2000, quand on me dit maintenant, waouh, c'est la pire saison de l'histoire de l'humanité de l'OM. Ouais, 98, 99, 2000, on débute, on est prétendant au titre. Limite, il y a des magazines, ils disent l'OM va aller jusqu'au demi-finale ou finale de Ligue des Champions. Et on finit, on est à 2 doigts de descendre en 2e division. On a besoin de l'affaire des faux passeports et tout à Saint-Etienne, ou c'est l'année d'après. Enfin bref, 99, 2000, 2000, 2001, c'est désastreux. Et je me souviens, à cette époque-là, de la manière dont je pensais tout le temps, ok, il faut dégager, et comme ça, on va avoir mieux après. Et on a dégagé plein de monde à cette époque. Mais sauf qu'on n'a rien eu après. On a eu pire, on a fait des saisons où c'était encore plus désastreux. Il n'y a que le moment où on n'avait plus aucun espoir, qu'on nous ramène un journaliste bizarre, on ne sait pas pourquoi, là, qui devient président, et un mec comme Alain Perrin, qui était entraîneur de Troyes, pour lequel on avait zéro ambition, qu'on a un peu repris du poil de la bête. Mais je me souviens de cette époque-là où dans ma psyché c'était il faut dégager et je pense que maintenant c'est un peu différent puisque je suis journaliste, etc., que j'ai un regard différent sur les choses, et puis même je suis un peu plus vieux tout simplement, mais je pense que ma manière de penser c'est la manière de penser de beaucoup de supporters de l'OM. On aime l'OM parce que c'est bouillant, parce que c'est chaud, et que on se dit tout le temps que si on dégage ça va être mieux. Et là c'est un peu le cas, quoi. On se dit ben il faut dégager Longoria, ça va être mieux derrière. Donc voilà. Écoutez, on verra bien. Allez, on reprend un petit peu cette interview. Justement, j'en parlais. Monsieur Longoria, avez-vous pensé à quitter l'OM après cette saison difficile? Non, à aucun moment. C'est vrai, j'ai été très blessé en septembre. Je me suis senti très touché personnellement. C'était un moment très difficile. Une conversation profonde avec Franck m'a permis de retrouver. Il y a une petite erreur de typo, hein, messieurs dames du Figaro, de retrouver la positivité et la force de retourner au travail. Comme avec les rumeurs sur la vente du club, ce sont les mêmes rumeurs qui m'annoncent sur le départ de l'OM depuis octobre. On veut de la stabilité, j'en suis le garant. J'ai appris de cette période, grandi aussi à titre personnel, même si des gens qui m'étaient proches sont partis. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que quand tout le monde part, ou même Marcelino dans ce cas-là, parce que même Marcelino explique qu'il part parce que Longoria lui dit qu'il va partir. Donc bon, c'était vraiment un truc qui était dans l'air du temps à ce moment-là. Après, bon, écoutez, pourquoi pas. Après, en effet, depuis février, le truc, les échos ont l'air d'échanger du truc. Et comme je vous avais dit sur un précédent live aussi, l'OM c'est Game of Thrones, tu sais jamais, tu dis tout le temps ah ouais, il y a des gens qui viennent te murmurer à l'oreille, ah mais tu sais ça, mais tu sais il y a ça en fait, donc il faut faire attention, et même quand tu essayes de recouper, si tu recoupes, il y a des clans, des fois il y a des gens qui sont pro machin, qui sont anti machin, donc si même tu recoupes ton info mais que les 3 personnes qui te confirment l'info ce sont 3 personnes du même clan, et que t'as pas l'autre truc parce que t'étais pas au courant qu'il y avait un autre clan, l'OM c'est Game of Thrones, franchement c'est incroyable. Depuis l'info sur le départ de Tessier, au final non, ça date un petit peu avant. Apparemment j'ai l'impression que le départ de Tessier c'est un peu une conséquence au contraire du retour de flamme de Longoria, je pense. Je voulais évoquer surtout le niveau d'engagement de chacun au club. L'ambition nous a manqué cette saison. Les supporters doivent toujours s'identifier avec ce qu'ils voient sur le terrain, et on a perdu cela cette saison. C'est la première chose à améliorer. Monsieur McCourt, qu'avez-vous envie de dire aux supporters qui regrettent que vous ne soyez pas plus présent physiquement à Marseille au club, au Vélodrome? Je les comprends. Si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour les rassurer quant au fait que je suis pleinement impliqué, et ce sur le long terme. J'aimerais beaucoup assister à tous les matchs, rien ne me rendrait plus heureux, mais j'ai été
J'ai été extrêmement occupé cette année, notamment avec Project Liberty. Je viens de publier un livre et il y a l'offre de rachat pour TikTok. C'était une année très chargée, mais encore une fois, je suis très régulièrement en contact avec Pablo et on a renforcé le mode de gouvernement avec plusieurs de mes de gouvernance avec plusieurs de mes plus proches conseillers qui sont également en contact avec lui au sein de McCourt Global. Et bien sûr, il y a l'équipe exécutive menée par Pablo. On est très proches, tous sur la même ligne. J'espère pouvoir être plus souvent là. J'aime l'OM, j'aime Marseille. Oui. Bon. C'est c'est un peu de la langue de bois. C'est un peu de la langue de bois tout ça. Bon, on le sait. En même temps, il est là pour faire de la com. On va pas. J'aimerais bien. Quelles sont vos ambitions pour la saison prochaine? Progresser et continuer à construire. Je suis dans le sport depuis longtemps, je sais que certaines saisons sont meilleures que d'autres. Il faut rester concentré sur vos buts, vos ambitions, telles que vous me voyez, je suis très optimiste et ce ne sont pas des mots en l'air, on a construit quelque chose ici et le club est très différent de ce qu'il était il y a 6 ou 8 ans. On a des fondations sur lesquelles on peut construire. C'est l'ambition, c'est le plan, Pablo et moi parlons de ce qu'on va faire dans les 5 prochaines années. Bon, ça j'avais l'habitude aussi avec Hero quand il est toujours 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et il nous l'a répété bon, ça change pas de 2016 en fait ça. C'est agréable d'avoir ce genre de conversation parce que lorsque je suis arrivé, il y avait plus de problèmes que de solutions. On peut s'asseoir autour d'une table afin d'évoquer des investissements pour améliorer les infrastructures, le centre de formation et même peut-être acheter un club satellite, un club dans notre écosystème afin de développer nos jeunes joueurs. On voit que le centre de formation commence à donner des résultats. Notre centre n'était même pas dans les 20 premiers lorsque j'ai repris le club. On peut faire encore plus. C'est une joie de parler d'investissement. Avec Kylian Mbappé sur le départ à Paris, pensez-vous pouvoir concurrencer le PSG pour le titre? Nous faisons du sport pour gagner, c'est notre seul objectif. Je suis tout aussi excité que nos supporters quand on gagne et je suis tout aussi déçu que... Ok. Pablo, comment faire pour jouer le titre la saison prochaine? On doit tous faire preuve de lucidité, d'intelligence et de stabilité afin que tout le monde aille dans la même direction. Je parle beaucoup. C'est important de débuter un nouveau cycle qui doit permettre d'être qualifié en Ligue des Champions chaque saison. Le modèle économique et sportif de l'OM dépendra beaucoup de cela et cela doit nous permettre de réduire la différence avec le PSG et les autres clubs. Bon, ça en fait, c'est toujours la même chose. Mais on doit continuer de créer des revenus récurrents autour des piliers du club, stade, centre d'entraînement, valorisation de l'effectif, jeunes joueurs, supporters. Le potentiel est là. Quels sont les moyens dont vous disposerez ouais, il y a 2-3 typos quand même dans l'édition, en tout cas l'édition sport du Figaro Sport. Ici aussi, dont vous disposerez l'été prochain. Peut-on imaginer une baisse du budget sans Coupe d'Europe et quid de l'incertitude au niveau des droits télé? La question des droits télé est importante, t'inquiète. Vincent y gère. Mais pour ce qui est des dépenses, en matière de transfert, les décisions à prendre, c'est le domaine de Pablo. Ma responsabilité est de faire en sorte que le club soit stable financièrement. J'ai investi plus de 600 millions de dollars. Je pense que c'est une vraie preuve de mon engagement. Le club n'a pas de dette. Pour le reste, on est prêt à faire de nouveaux investissements, à injecter de l'argent en capital afin d'améliorer les chances de victoire et de nous qualifier en Europe tous les ans. Pour y parvenir, il faut continuer à augmenter les revenus. On a eu de bons résultats, le budget sera construit différemment. Il faut être responsable. Quand tu es en C1 et tu as des revenus beaucoup plus importants qu'en Ligue Europa, Bon, tout ça, qui sera l'entraîneur de la saison prochaine? Bon, y a un autre truc. Ouais, Lopododo qui dit il y a beaucoup de langue de bois dans cette interview, très clairement, mais c'est le jeu de l'interview en même temps. T'es là pour dérouler ta com. Il y a un autre truc, alors ça c'était dans l'interview de la Provence sur la vente de l'OM. Donc c'est une question qu'on n'avait jamais posée, rire ironique. Je le garde pour les mêmes raisons qui ont fait que je l'ai acheté. J'adore le sport. L'OM est l'un des grands clubs en Europe. Le football européen est le meilleur sport au monde et Marseille est une grande ville qui, comme Boston aux États-Unis, adore le sport. Elle est très passionnée. Ce club a un héritage, il est légendaire. Bon, après c'est un peu du blabla, mais cette petite partie de l'interview de McCourt qui était tirée de la Provence, pour moi, elle est très importante. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, les amoureux de foot, on a du mal à comprendre ce que font les dirigeants de foot. Et pour
pour réussir à comprendre ce que font les dirigeants de foot, il faut changer notre logiciel. Vraiment, il faut se dire, il faut... et moi, je l'aurais pas fait si j'avais pas repris les études en 2015 et des études qui étaient entre la communication marketing et le journalisme. J'ai fait un master qui s'appelle Nouveau Journalisme. Et dans ce master, dans les cours de marketing, machin, on m'a appris à faire des pestels et des SWOT. S'il y en a parmi vous qui travaillent dans des trucs un petit peu comme ça, marketing, com, etc., vous savez ce que c'est des pestels et des SWOT, c'est-à-dire que c'est des tableaux et vous prenez un produit. Et SWOT, par exemple, c'est Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Donc, les forces, les faiblesses, les opportunités avec ce produit et les menaces avec ce produit. Et donc, vous prenez, et comme ça vous permet de faire les points forts, points faibles. Et les gens réfléchissent comme ça. En fait, une fois que tu intègres ce genre de logiciel, et il y en a plein d'autres, hein, parce que ça, ce que je vous dis, c'est très basique. Une fois que vous avez intégré ça, vous comprenez comment ces gens investissent, comment les entreprises, ils investissent, comment elles se disent « Ah, ok, ouais, je vais investir là-dedans parce que là, en fait, je vois un potentiel de croissance énorme qui va faire que je vais gagner de l'argent. » Et là, ce qu'ils racontent, en fait, on dirait presque qu'il détaille un SWOT ou un pestel, ou un SWOT ou un pestel qu'on lui a fait, parce que lui, il fait pas les SWOT, Franck McCourt, il est un peu au-dessus de ça. Mais j'adore le foot. Bon, déjà, j'adore le sport. Donc ça part du truc. Écoutez, le mec... il aime le sport, donc c'est un truc qu'il aime bien investir dedans, sans doute qu'il doit avoir une petite passion, parce que c'est excitant le sport, il y a un truc que tu regardes, c'est mieux que, je sais pas moi, d'investir dans le ramassage des déchets, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui ramassent les déchets, et Dieu sait qu'on en a besoin, mais je veux dire, si vous êtes quelqu'un très haut, vous dites, c'est mieux que je regarde un match pour voir où sont les résultats de mon équipe que de voir des statistiques où on me dit oui, vous avez bien ramassé à temps, etc. machin. Sauf que parfois, ils sont déconnectés de la réalité, dit Ali Todorov. Complètement, 300%. Mais voilà, donc eux, ils sont là. Donc lui, McCourt, il aime le sport. Ensuite, c'est là où vraiment je me suis dit, ah oui, ça c'est très SWOT pestel. Et il dit, le foot européen est le foot européen est le meilleur sport au monde. Parce que dans des SWOT et dans des pestels, on a dû lui dire, alors voilà, potentiel engagement, football, Coupe du Monde, machin, truc, vous voyez, c'est l'événement le plus regardé au monde, truc. Et le foot européen, c'est les compétitions de clubs où il y a le plus d'engagement avec les clubs, machin, truc. Et c'est là aussi où il y a le plus d'afflux d'argent, tout ça. Donc, pourquoi il investit à l'OM? Parce que peut-être qu'il a un petit penchant pour le sport et parce qu'il voit qu'il y a un gros potentiel dans le football européen. Un gros potentiel dont personne ne sait comment l'utiliser. Et ensuite, dans ce gros potentiel, dans ce gros marché, il y a Marseille. Et Marseille est une grande ville qui, comme Boston et aux États-Unis, adore le sport. Parce que Marseille, c'est quoi? L'OM, c'est un club qui est une anomalie, en fait. On est une anomalie. Parce que, normalement, tous les clubs des plus grandes villes gagnent en Europe, etc. Nous, on est la France. Donc déjà, on coûtait pas trop cher. On coûtait pas cher à l'achat. Et logiquement, on a un potentiel pour grandir dans ce marché plein de potentialités. Donc, voilà pourquoi Franck McCourt a à l'OM. Parce que il se dit, à un moment, cet investissement-là, il va payer. Et je vous avais déjà parlé de ça. J'ai fait des articles la saison dernière où vraiment je m'étais intéressé, je m'étais dit ok, essayons de comprendre un petit peu c'est quoi Franck McCourt, c'est quoi Franck McCourt l'investisseur. Je vous les ai déjà mis, je pense, dans le live la dernière fois. Il y en avait un sur Football Club de Marseille et un sur SoFoot. Alors attendez, je vais vous les mettre je vais vous mettre les liens dans le chat si j'arrive à me connecter au truc. Le truc, c'est que l'investisseur, Franck McCourt, l'investisseur, c'est quelqu'un qui ne laisse pas dormir l'argent. Il est tout le temps en train de balancer de nouveaux trucs, de nouveaux machins, et son argent, il le laisse pas dormir. Il l'investit aux quatre coins du monde et sur 1 milliard de projets différents. Moi, je m'étais pas mal intéressé au projet de Gondola à Los Angeles. C'est super intéressant, vraiment, je vous assure que c'est super intéressant. Le gars, par exemple, alors je pense que c'est dans l'article de SoFoot, voilà, je vous ai mis les liens là.
et ça, c'est du concret, en fait. C'est ça le truc, c'est que pour moi, bah, ça, c'est du concret. Là, on est sur du concret. Qu'est-ce que fait Frank McCourt? Eh ben, Frank McCourt, il investit son argent en permanence. Et donc, il y a le fameux projet Liberty. Pareil, le projet Liberty. Moi, comment je vois ça? Parce que j'ai vraiment étudié un petit peu le projet Liberty, machin. Le projet Liberty. Déjà, il faudrait que je parte du bon truc. Déjà, j'ai essayé de comprendre un peu, ok, il a investi quoi, Frank McCourt? Putain, parce que ça, c'est beaucoup trop petit en vrai. Parce que Frank McCourt, il a un... vous voyez, ça, c'est McCourt Global, et ça, c'est même pas exhaustive. Mais ça, c'est tous les trucs qu'il a investi. Ah oui, mais là, je montre pas les bons trucs. Attendez, j'avais rebalancé le truc sur Twitter, je pense. Il faut vraiment comprendre le nombre de... La manière dont il investit, c'est extraordinaire, McCourt. Enfin, extraordinaire. On va se calmer 2 secondes, quoi. Ce qui est extraordinaire, c'est gens qui sauvent des vies ou ce genre de choses. Peut-être pas McCourt qui met son argent. Mais c'est très intéressant pour comprendre. Voilà. Donc, par exemple, ici, donc le truc McCourt Global, donc le fonds d'investissement de McCourt, il a des autres fonds, genre MGG Investment Group, qui dépendent de McCourt Global, McCourt Partners, qui dépendent de McCourt Global, McCourt Partners, qui est en association avec Guggenheim. Il y a sa branche un petit peu universitaire avec Unfinished et McCourt Institute qui donne le Project Liberty, qui bosse pour le Project Liberty. Ces machins-là, ils sont en partenariat avec la Georgetown University et Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, où il y a un ancien président de l'OM qui a dû aider à ouvrir certaines portes, j'imagine, mais bon, après en même temps, McCourt est milliardaire. Vous avez McCourt College Street LLC, qui est un projet, il me semble, immobilier. Là, The Stage, c'est un projet énorme, je sais plus combien c'est The Stage, mais c'est un truc genre, c'est des centaines et des centaines et des centaines de millions d'euros. Et ça, c'est en partenariat, c'est un projet immobilier à Londres avec donc ces 2 entreprises anglaises, si je ne dis pas de bêtises. Et donc cette entreprise créée spécialement pour le truc, pour créer The Stage. Il y a Aerial Rapid Transit, donc ça, moi, ça m'avait beaucoup intéressé, ça, Aerial Rapid Transit, parce que, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un projet de transport en commun de Frank McCourt à Los Angeles. Et c'est un projet qui fait beaucoup parler, parce que il y en a certains, il y a tout un... Voilà, ici j'avais mis le lien de ce tweet, il y a tout un collectif qui s'est créé, Aerial machin, il est là pour créer la gondola. Et la gondola, donc c'est un funiculaire, parce que non, c'est pas funiculaire. En tout cas, c'est un truc qui est en l'air, je sais plus comment s'appelle le nom, j'ai dû le mettre, une gondole. En fait, c'est pas tout à fait une gondole, mais c'est un truc aérien qui passerait au-dessus de quartier et qui relierait le bas de Los Angeles au haut de Los Angeles. Et devinez qui a des terres au bas et au haut de Los Angeles? Frankie. Donc en fait, et quand est-ce qu'il a récupéré par exemple les terrains et parkings autour du stade des Dodgers? Et devinez ce que va relier la gondole? Eh ben les 170 appartements à Chinatown qu'il cherche à construire en bas au terrain et parking autour du stade des Dodgers. Donc en fait, Frank McCourt, pendant des années, on s'est dit mais pourquoi il garde ces terrains, quoi? Pourquoi il garde ces terrains? Ben voilà. Après, il arrive avec un projet d'utilité publique qui a été, enfin, en tout cas, qui est vendu comme tel et qui a été comment dire, validé par les autorités publiques ou par certaines autorités publiques en tout cas, et qui va pouvoir valoriser d'autres de ses actifs. Et ces autres actifs, ils vont grandir et ils vont lui permettre d'être plus riche. Voilà, c'est un peu un truc à la con, mais je pense que en fait d'étudier ça permet de se dire ok, comment il fait Frank McCourt, pourquoi il est à l'OM? Eh ben cherchons à comprendre. Mais ouais, donc ça c'était j'avais mis quelques petits détails et à l'OM, il y avait l'OM. Le stade Vélodrome, c'est le vrai début de son implantation à Marseille. Il est dans la ville et à mon avis, il y a plusieurs graines qu'il veut faire pousser à travers l'OM.
déjà, il y a la graine dans le football européen. Ça, c'est plus une intuition, donc c'est pas du tout une info, mais c'est plus une intuition. À mon avis, il doit se dire, le football européen va vivre un changement drastique au niveau de sa gouvernance et au niveau de l'argent qu'il va faire entrer, parce que tout son machin contre la Super League, quand on se souvient que Jacques-Henri Hérault était en France l'un des fervents défenseurs de la Super League et qu'il parlait au nom de McCourt, bon, on voit un petit peu le businessman, mais par contre, voilà, il se dit, ma graine OM, c'est une graine qui peut donner une belle plante dans un secteur qui va mettre de l'argent, qui va finir par pomper de l'argent, et moi j'aurai un bel actif dans ce secteur qui va pomper de l'argent. Et moi, je suis persuadé que c'est un petit peu ça le but. Ou alors, il se dit, peut-être qu'à un moment, voilà, les franchises du foot européen, moi j'en aurais une avec l'OM, et elles vont valoir cher parce qu'elles sont limitées, etc. Il y a un truc comme ça. Et ensuite, parce qu'il a réellement essayé, comme le dit Ali, avec JHE, qu'il a aidé à réseauter avec les grandes fortunes de la région avec l'OM. Là aussi, j'avais bossé sur le sujet à Football Club de Marseille. J'avais fait une série d'articles qui s'appelait l'autre mercato de JHE. Et là aussi, en fait, c'est-à-dire qu'à la base, il a vraiment déposé une offre, Franck McCourt, pour récupérer l'exploitation du parc Chano. Il était vraiment intéressé. Et ça, c'est une vraie info. Enfin, c'est une info de toute manière qui était sortie. Moi, j'avais eu cette confirmation de première main de personnes qui géraient les candidatures. On m'a dit oui, il y a bien une offre de Franck McCourt avec un gros BTPiste américain, machin, truc. C'était une info qui m'avait été confirmée, machin, et puis qui a été confirmée par plein de monde. En fait, il était venu avec un gros BTPiste américain, il avait un gros projet pour le parc Chano, et finalement Gaudin est parti en disant je laisse ça au prochain maire, et le prochain maire a des idées différentes pour le parc Chano. Pareil, on lui a, à mon avis, McCourt, il a aussi cru que ça serait plus facile, peut-être aidé par Jacques-Henri Hérault, mais il avait des vrais projets pour l'hippodrome Borelli. Il voulait vraiment l'avoir, l'hippodrome Borelli. Donc tout ça, c'est un peu foiré, comme le dit T. Welluge. Voilà, tout ça, ça a foiré complètement. Et maintenant, je pense qu'il est quand même en attente, et je pense que là, ce qui lui reste, c'est de se dire, ok, il me reste l'OM. Qu'est-ce que je fais avec l'OM, ma graine dans le football européen, et j'ai toujours cette graine à Marseille. Donc voilà, dans tous les cas, tout ça c'est assez intéressant. Et quid de la guerre entre la mairie et les intérêts de McCourt et ses copains? Oh, la guerre avec les politiciens, ça va, ça vient. Comme mon père dit toujours, c'est de la propagande bidon, ça. Vous savez, la guerre, c'est jusqu'à ce que vos intérêts coïncident en politique. Hein. C'est juste ça. Une fois que vous arrivez à faire coïncider les intérêts des uns et des autres, ça y est, vous n'êtes plus en guerre. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense pas qu'il y ait réellement de guerre. Mais voilà. Donc voilà pour le volet un petit peu McCourt. On va passer vite fait parce que j'aimerais bien quand même parler de football. C'est un petit peu ce que je préfère. Mais par contre, ce qui va être chiant, c'est que là, ça va être en anglais. Mais j'aurais bien aimé regarder cet article de Breaking the Line qui permet une analyse de du Porto de Sergio Conceição. Voilà, donc avec un truc, on va peut-être pas comment dire, le lire en entier. Mais peut-être le survoler cet article, ça vous dit, puisqu'on parle beaucoup de Sergio Conceição, je pense que c'est intéressant de savoir comment il joue, parce que au niveau du caractère, je pense que personne n'a de doute là-dessus. Le gars, je pense que il est fait de métal, donc il a tenu 8 ans dans un club comme le FC Porto. Bon. Je pense qu'il gère sans trop de... Je pense que sur le caractère, voilà, c'est pas la chips Marcelino, avec tout le respect qu'il faut pour Marcelino, qui est quand même un grand professionnel, machin, tout ça. Donc, regardons un petit peu ce que nous disent nos amis de Breaking the Line. Je vais essayer de vous traduire un petit peu en même temps. Ça va être très
très très senior translator, je vous préviens. Quand Sergio Conceição a pris les rênes du FC Porto à l'été 2017, Porto venait juste de perdre 4 titres à Benfica. Il a mis un stop dès sa première saison à ça. Il a restauré Porto domination. Il a restauré la domination de Porto et terminé une période de 5 ans sans trophée. Depuis, il a aussi ajouté 2 championnats, une coupe de la Ligue et 3 coupes du Portugal à son CV et il a orchestré des matchs des éliminations en Ligue des Champions pour la Roma et la Juventus. Son équipe de Porto a été incapable de passer Arsenal avec les Gunners qui ont prévalu au penalty pour machin tout ça. Bon, on va peut-être pas tout lire parce que voilà, on va se concentrer sur le côté tactique. The 30-time Portuguese champions have often lined up in 4-4-2 on paper with Mehdi Taremi. Donc les champions du Portugal, les 30 fois champions du Portugal se sont souvent alignés en 4-4-2 avec Mehdi Taremi qui rejoindra l'Inter de Milan la saison prochaine et la sensation brésilienne Evanilson devant. Même si depuis le départ de Taremi à la Coupe d'Asie, Conceição a souvent opté pour un 4-2-3-1 avec son fils Francisco qui joue sur le flanc droit aux côtés de Pepe, Wenderson Galeno et Evanilson en attaque. Donc ça c'est un peu la tactique quand tout le monde est là et quand Taremi n'était plus là, donc il a été remplacé par Conceição et on est passé plus sur un côté un peu 4-2-3-1. Sur cette première phase de possession qu'on voit ici, attendez, je regarde un petit peu. Voilà, donc on voit ici la première phase de possession. Donc on est sur une phase de relance avec beaucoup de monde à la relance puisqu'on a un double pivot, une ligne de 4 classique. Et d'ailleurs, je me dis, c'est pas ce Shakhtar, mais oui, c'est bien ça. Et donc, un joueur qui redescend de l'attaque pour aider. Donc, sur cette première phase de possession, Porto travaille sur une structure en 2-2. Ce qui veut dire que les 2 défenseurs centraux et les 2 milieux centraux sont ensemble dans une box, dans une boîte. Voilà. Quand les latéraux sont plus hauts. Donc voilà, on voit bien ici la boîte. C'est un truc très classique qui est souvent fait, même si on a aussi fréquemment un seul milieu de terrain qui peut revenir donc descendre plus bas entre les 2 centraux. C'est des choses très classiques que l'on voit dans le football aujourd'hui. Et on a en plus de ça donc cet attaquant qui va pouvoir permettre, voilà, là par exemple, si on arrive à le trouver et si ça devait sans doute être Zubkov ici ne coupe pas la ligne de passe, on peut voilà, avoir déjà éliminé 5 joueurs du Shakhtar et se retrouver dans une position peut-être un peu plus intéressante pour attaquer. L'approche de Conceição est very possession heavy as he likes, donne beaucoup d'importance à la possession, comme il aime que son équipe recycle le ballon en défense avant de le donner à un de ses milieux ou à un de ses défenseurs centraux qui dribble au milieu de terrain. Center back, ouais. Alors je vais lire en anglais, après je vais traduire parce que sinon là c'est vraiment compliqué. And while this is true in most of his games, especially in the Liga Portugal, he doesn't mind having less of the ball, stating, "We had 40-60 possession of the ball, which is not a scandal. I didn't mind having 30-70 and winning too. It depends on what you do with the ball within the strategy defined to score goal." Donc voilà. Donc si en première instance ils disent que il se base quand même pas mal sur la possession de balle, il y a aussi pas mal de matchs où en fait il laisse la possession à l'adversaire et comme ici il y a
putain, maintenant je m'en mêle les pinceaux entre le français et l'anglais. Une déclaration de Conceição qui dit on était à 40-60 sur la possession de balle, ce qui est pas un scandale, et moi ça me dérange pas même d'être à 30-70% et gagner quand même. Et ça dépend de ce qu'on fait avec le ballon et de la stratégie que l'on a pour marquer des buts. Je pense que là-dessus tout le monde est d'accord. Mais pour continuer sur ces principes de recycler la possession, it's one of the reasons you can see a forward sitting very deep. The ball can go through the forward into the attack. As Porto progress possession, their player don't necessarily... Voilà, c'est sur le côté possession que l'on recycle. C'est l'une des raisons pour lesquelles on peut voir un attaquant aller très en profondeur. Comme ça, le ballon peut aller directement à l'attaquant et à l'attaque. Et Porto et la possession progressive de Porto, les joueurs n'ont pas forcément des positions ou au moins pas de la manière dont on avait l'habitude de les voir. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils peuvent, voilà, là ils ont mis plein de flèches comme ça, donc tout le monde peut bouger et c'est ce qu'on aime dans le football. Et puis donc c'est pas quelqu'un de dogmatique au niveau de la possession, c'est pas par exemple Farioli ou De Zerbi, c'est quelqu'un qui peut abandonner la possession si nécessaire. Vous me dites un commencer parce que parce que c'est vrai que c'est sampaolesque sur ce point tactique, nous dit Lico Dingo. Bah non, tu vois, parce que là, c'est vraiment... tu vois, ce qu'ils expliquent dans cet article, c'est quand même que le mec, il s'en fout de complètement sacrifier la possession. Et puis... Ah, ou peut-être tu veux dire sur le fait que l'on change de position, etc. Là-dessus, ouais, peut-être. Perso, ce qui m'intéresse le plus avec Conceição, c'est sa capacité à mettre en œuvre sa stratégie et ses principes de jeu. Pour en revenir à Marcel, on a senti qu'il n'arrivait pas à transposer ses principes par manque de charisme ou manque de personnalité, en tout cas, ou manque de temps. On a envie de dire aussi. The forward are constantly rotating with the winger and fullback often swapping position. Ok, donc les attaquants sont en rotation permanente avec les ailiers et les latéraux changent aussi de position souvent dans le 2-4-4 des Dragons. Ces latéraux, typiquement Wendel et João Mario, vont se positionner eux-mêmes sur la même ligne que les milieux de terrain pour rechercher des possibilités de combiner et créer avec les 4 attaquants. Donc voilà, bon, c'est pas la meilleure capture d'écran, je trouve, mais on voit ici donc je pense que ils doivent être là, les latéraux du coup. Attends, parce que là c'est un peu le bordel, mais je comprends pas cette capture d'écran en fait. Là, il aurait fallu mettre des... Mais bon, donc les latéraux, il n'y a pas de problème aussi pour que les latéraux montent et ça semble être quelque chose qu'il encourage aussi à ce qu'ils dédoublent avec leurs ailiers. In this shape, the winger will often come to... Oui, et dans cette position, donc les ailiers vont souvent venir vers l'intérieur, changer avec Mehdi Taremi et Evanilson qui, eux, peuvent redescendre pour recevoir le ballon plus bas et attirer les défenseurs avec eux, créer donc des espaces. Bon, on voit qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de mouvements. The fullback will combine with whoever it may be on the flank. Okay. Et les latéraux donc vont beaucoup combiner et faire beaucoup de 1-2 et de triangles pour aider l'attaque à progresser. Ici, les deux joueurs. C'est compliqué en fait quand on est entre l'anglais et le français. Ici, les deux joueurs sur les côtés. Et Evanilson, d'une certaine manière, combine pour essayer d'attaquer une des multiples occasions où on a vu un attaquant combiné avec les autres. Ouais, ok, donc je pense que là, ça devait être Evanilson, et donc là, on a les latéraux. Et bon, c'est un petit peu... je suis pas persuadé de... Bon, c'est peut-être plus clair sur ce schéma-là, en fait. Voilà, on voit João Mario qui va monter là et qui va aider... Ah, d'accord. Oui, voilà.
Joao Mario va monter, ici le latéraux, et Pepe Conceição va rentrer dans l'axe pour combiner, pourquoi pas, avec Evan Nilsson, et donc créer de l'incertitude et faire des choses comme ça. Bon. C'est exactement ce que Conceição veut. As it's exactly this rotation that make his side unpredictable. Ok, et parce que ce sont ces mouvements qui rendent son équipe imprédictible et donc difficile à défendre. Comment préparer vos défenseurs pour un attaquant qui, à un moment ou un autre, pourrait être plus proche de sa propre surface que de la vôtre? Mais pour revenir sur la forme, vous noterez que le plus souvent, un des ailiers sera très haut sur le terrain quand les trois attaquants restants seront proches les uns des autres. Je ne suis pas sûr de toutes mes traductions. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, en tout cas, globalement, il y a cette idée d'avoir des attaquants qui rentrent dans l'axe et puis des ailiers qui rentrent dans l'axe, des attaquants qui descendent, histoire de créer de l'incertitude chez l'adversaire qui ne va pas trop savoir comment défendre, et des latéraux qui vont monter et qui peuvent prendre la fonction d'ailier. Dans tous les cas, et ce qu'on peut aussi retenir de cet article pour l'instant, c'est que s'il aime la possession, il n'en fait pas une affaire de principe comme Sampaoli pouvait le faire. Ok, donc après on voit ici un autre truc où on voit ici lui qui est censé être l'ailier qui est complètement rentré dans l'axe, et alors que les trois autres éléments de la ligne d'attaque sont assez proches les uns des autres. Voilà, je pense que c'est un petit peu ça. Le truc, c'est qu'on voit pas, il ne parle pas trop de la défense. Bon, c'est une petite. Tu peux envoyer le lien de l'article? Ouais, je fais ça tout de suite. Alors, attendez, je vais vous mettre ça là. Dans tous les cas, c'est plutôt intéressant. En fait, moi, je vous avoue que Conceição, j'ai un souvenir de son Nantes qui était excellent, vraiment excellent. C'était une superbe équipe, mais c'était il y a déjà 8 ans. Et le football, il a changé en 8 ans. Je n'ai même pas de référence à notre ami Kiki, mais vraiment, il a changé en 8 ans. Et je sais aussi que en Ligue des Champions, en Europa League, par moments, son Porto a pu avoir des approches un peu défensives. Donc c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur. Bon, après, là, cet article, il est plutôt rassurant sur le côté... il crée de l'incertitude avec des ailiers qui rentrent dans l'axe. Il demande à ses latéraux aussi d'aller attaquer. Et il est plutôt pour la possession, mais il peut aussi la bazarder si nécessaire. Je trouve ça plutôt intéressant. Tu es confiant sur sa venue ou juste pour le plaisir d'étudier son système? Je suis confiant. Je sais pas si je suis confiant, mais j'entends plus ou moins les mêmes choses que tout le monde quand on me dit que oui, ce serait le favori, tout ça, mais moi, dans tous les cas, je suis confiant à personne tant que j'ai pas la signature. Vous savez, moi, j'ai vécu Jardel, donc quand vous avez vécu Jardel, quand vous avez vécu l'entraîneur qui parle du joueur, qui dit comment il va jouer avec le joueur et que le joueur n'arrive pas, vous n'êtes jamais optimiste tant que la signature n'est pas faite. Apparemment, il vient pas, Jardel, Slim Zero. Apparemment, il vient pas. Non. Il serait bloqué à Marignane dans un avion avec Gallardo et les Saoudiens, du coup. Voilà, donc apparemment il vient pas, Jardel. Mais je suis plutôt... Ah mince, But Marseille ne disait pas ça. Et oui, mais Slim Zero, on a les mêmes références, mais But Marseille, mais franchement, je me souviens, j'allais à la librairie, parce qu'il y en avait encore à l'époque j'allais vite lire les articles But Marseille. Je l'achetais aussi assez fréquemment, But Marseille, mais souvent, si je pouvais faire qu'un seul truc, j'allais vite avant que la meuf me dégage et me dise « Hey,
vous avez pas le droit de lire, il faut acheter. J'allais vite lire la rubrique Mercato. Oh, Romario arrive à l'OM. But Marseille, ils m'ont tellement vendu du rêve dans ma jeunesse, vous vous rendez pas compte. Et après, je rentrais et FIFA 99, je mettais Romario à l'OM. Et là, je me disais, mais on va tout casser. Mais c'était une belle époque. Ou pas. Mais en tout cas, ils m'en ont annoncé des saucisses But Marseille. Mais Jardel, en tout cas, c'était vraiment, c'était quand même Ivic, on parlait vraiment, hein. C'était incroyable. Mais oh oui, ça fait vendre le magazine tant que c'est pas signé. Oh non, mais c'était une stratégie comme une autre. À l'époque où il n'y avait pas Internet, c'était pas bête de faire ce genre de choses. Donc voilà. Écoutez. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble, je vais devoir y aller parce qu'en plus j'ai un rendez-vous, etc. Donc j'ai des choses à faire. On va essayer de faire des lives un petit peu comme ça pendant cette période. Je sais pas trop ce qu'on fera aussi au niveau de l'Euro. Je sais pas trop ce que je vais faire parce que je vais le suivre, l'Euro et la Copa América. Je vais suivre les deux compétitions. Si ça vous intéresse, on peut aussi se faire des lives, se faire des petites sessions comme ça. Dans tous les cas, je vous remercie de votre soutien. Et s'il y en a, puis je vous reparlerai bientôt d'événements à venir. Tu sais quand aura lieu la conf de presse de fin de saison de Longoria? Non, je sais pas, mais je sais pas. En effet, ça m'intéresserait beaucoup parce qu'elles sont bien, ces conférences de presse, et je sais pas si cette salve d'interview avec Franck McCourt n'a pas un peu enterré cette conférence de presse. Ça m'étonnerait pas, j'espère pas. Et dans tous les cas, s'il y en a une, écoutez, j'essaierai d'y être. Je vous tiens au courant très rapidement, messieurs, dames. Je vous dis merci. Peut-être une fois le coach signé. Ouais, c'est pas bête, Lee Kakashi. C'est peut-être, en effet, ce serait pas bête. J'imagine que ça peut être comme ça. Si le coach est signé, il y a la présentation, truc, et après qu'il reste en disant sans limite de temps, sans limite de questions. Donc on est parti pour 2 heures. Et c'est pas bête. Ce sera peut-être ça, Lil Kakashi. Dans tous les cas, on se dit à très bientôt, messieurs, dames. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça. Merci à tous les amis. Ciao, ciao.